Bonjour à tous, bienvenue dans le studio du groupe Nice Matin pour ce débat Moi député dans le cadre des élections législatives des 30 juin et 7 juillet. Pour animer ce débat avec moi, Lionel Paoli, reporter politique du groupe Nice Matin. Bonjour Lionel. Bonjour Denis. Aujourd'hui, c'est sur l'avenir de la 7e circonscription des Alpes-Maritimes que nous allons nous pencher. Lionel, à quoi ressemble-t-elle ? Eh bien Denis, ce territoire abrite près de 130 000 habitants. Il regroupe 13 communes à l'ouest du département, dont la totalité d'Antibes-Juan-les-Pins et une partie de Valoris-Colfe-Juan. Il grimpe jusqu'à Courmes, Gourdon et Cossol. En 2022, avec 58,84% des voix, Éric Pauget avait remporté l'élection sous les couleurs des Républicains, loin devant le candidat de la majorité présidentielle, Éric Mel, qui n'avait obtenu que 41,16% des bulletins. Le RN Tanguy Cornec, plafonnant à 16,88% des suffrages au premier tour, n'avait pas réussi à se qualifier pour le second tour. Alors Éric Pauget est candidat pour un nouveau mandat. Bonjour Éric Pauget. Bonjour. Vous êtes élu dans cette circonscription depuis 2017. Vous avez succédé à Jean Leonetti et vous êtes également patron d'un camping à Biot. Oui, tout à fait. Devant vous, Thierry Ferrand, bonjour. Bonjour. Dans ce scrutin, vous portez l'oriflamme du Rassemblement national, dont vous êtes adhérent depuis 30 ans. Vous habitez à Nice, mais vous exercez l'activité de marchand de biens à Valbonne. C'est cela. Sur ce plateau également, Aline Abravanel, bonjour. Vous êtes une marcheuse convaincue depuis fin 2016, élue au conseil municipal d'Antibes sous l'étiquette macroniste depuis 2020. On vous retrouve tout naturellement avec l'investiture de Renaissance. Dans le civil, vous êtes directrice épidémiologie et data science dans une ONG médicale de Sophia Antipolis. C'est ça. Et enfin, Arthur Meyer-Abatucci, bonjour. En 2022, vous étiez candidat sur ce même territoire, mais sous l'étiquette de la NUPES. Cette fois-ci, vous endossez le dossard du nouveau Front populaire. Votre parti de cœur, c'est la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes actuellement sans activité professionnelle. Alors, 4 autres candidates ou candidats sont également en lice dans la 7e circonscription. On les découvre. Enzo De Vasme, sans étiquette. Christian Pétard, lutte ouvrière. Maraline Sbirou, écologie au centre. Et David Quintella pour Reconquête. Alors, on commence tout de suite par le bilan de ce mandat. Un mandat raccourci à 2 ans par la volonté d'Emmanuel Macron. Arthur Meyer-Abatucci, comment est-ce que vous jugez l'action d'Éric Pauget ? Bon, je vais distribuer les bons et les mauvais points. Je ne sais pas par lesquels je commence, Monsieur Pauget. On vous écoute, professeur. On vous écoute. Bon, on va commencer par les bons. Monsieur Pauget est quand même un député de terrain. Je pense qu'on se fait concurrence parce qu'on est très présent dans la circonscription. Et je pense qu'on a quand même en commun cette volonté d'agir pour le bien de la circonscription. Il a réussi à obtenir quand même des moyens pour l'hôpital, également pour la police de proximité. Nous aussi, on porte évidemment la hausse des effectifs, que ce soit pour le soin ou pour la police de proximité. En revanche, sur le plan national, là, ça va être les mauvais points, puisque M. Pauget a voté pour la réforme des retraites à 64 ans, alors qu'elle était refusée par 93% des actifs. 70% de ces votes ont été en commun avec le groupe Renaissance. S'il est réélu, il ne fera pas partie des personnes qui vont voter pour abroger les décrets d'application de la réforme de l'assurance chômage. Il ne fera pas partie des personnes qui voteront l'abrogation des décrets d'application de la réforme des retraites. Donc je pense que le choix est clair. Si vous voulez l'abrogation de cette réforme, votez pour le nouveau Front populaire. Si vous voulez la maintenir en état, votez LR. Merci beaucoup. Aline Abravanel, même question. Quel bilan vous faites de ce mandat ? Eh bien, alors je vais me garder de distribuer des points. Je crois que vous n'avez pas besoin de ça. Monsieur Pauget, je pense, a pris conscience lors de ce mandat de l'importance d'être présent non seulement pour les Antibois, mais aussi pour le moyen et le haut pays. Donc beaucoup plus de présence sur le terrain, et je pense que cela, nous le devons à notre candidat précédent qui avait vraiment montré, on va dire, l'envie et le besoin des électeurs du moyen et haut pays sur ce sujet. Donc pour cela, on peut vous féliciter. Je pense que M. Pauget est quelqu'un qui est engagé effectivement pour sa circonscription. Malheureusement, vous avez aussi été parmi les députés qui ont voté le plus avec le Front National, le Rassemblement National sur cette mandature, puisque vous votez 63% des amendements du RN, qui est un des plus hauts
score, si j'ose dire, pour un député non RN. Vous n'avez pas, par exemple, voté un certain nombre de mesures très importantes que nous avons proposées et qui sont dans des terrains d'écologie ou de vision progressiste. Et ça va en ligne droite avec votre positionnement très droitier. Thierry Ferrand, le bilan qui vient d'être dressé est contrasté, mais il n'est pas totalement négatif. Vous partagez ? Alors, effectivement, je partage un certain nombre de choses qui ont été dites, bien sûr. Pour moi, je sais que M. Pauget, malgré toute sa présence qui est tout à fait louable à l'Assemblée nationale et au pays et sur Antibes, pour nous, il est clair que M. Pauget est la béquille de renaissance de M. Macron. Comme ça a été dit, 70% de ses voix ont été pour Renaissance. Aujourd'hui, il a un suppléant qui est M. Éric Mel, qui était son adversaire. Ce n'est pas son suppléant. Non. Pas du tout. Ah, je me suis trompé. Alexia Missana. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Avocate voilà, au Progrès, très bien, adjointe effectivement. au maire. Non, mais comme M. Éric Mel vous soutient et qu'il était effectivement votre dernier adversaire en 2022, c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, si vous continuez dans la façon vous avez de travailler au niveau de l'Assemblée nationale, on peut dire que vous êtes effectivement le faux-né de la Macronie, c'est évident. Bien, Éric Pauget, des bons points, des mauvais points, une béquille. Non, mais moi, globalement, j'accueille favorablement cette vision et ces commentaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le territoire et c'est les gens qui nous font confiance, qui m'ont élu. Moi, j'ai toujours eu cet ADN de rassembler le plus largement possible. Oui, j'ai voté avec le RN quand il y avait des choses qui me semblaient aller dans le bon sens sur le régalien. Et oui, j'ai voté avec la majorité présidentielle quand il y avait des textes qui me semblaient aller dans le bon sens. Et oui, je me suis opposé vis-à-vis des uns et des autres quand j'estimais que ça n'allait pas dans le bon sens. Moi, j'essaye d'être efficace. Efficace pour mes concitoyens qui ont voté pour moi et efficace pour la France. Et moi, je l'ai dit, j'ai un bilan sur des choses où j'ai réussi à être consensuel, où j'ai réussi à rassembler sur l'ensemble des bancs de l'Assemblée nationale. Et moi, oui, aujourd'hui, j'ai tous les maires de la circonscription qui me soutiennent. Ce n'était pas le cas, effectivement, en 2017 et en 2022. Et je veux avoir un grand rassemblement autour d'une candidature de la droite républicaine, et je suis membre de la commission des lois, je suis très attaché au sujet régalien, et d'ailleurs je travaille beaucoup sur les sujets de sécurité, d'immigration, de justice, parce que je pense que ce pays a besoin de droite, mais la droite républicaine, celle un député qui s'oppose à l'Assemblée nationale, mais qui vote dans le bon sens lorsque ça va dans l'intérêt de notre territoire. De quoi êtes-vous le plus fier, Éric Pauget, dans votre bilan ? Alors, il y a plusieurs actions. J'ai ramené 17 policiers nationaux supplémentaires, et ce qui nous permet d'ouvrir une brigade de lutte contre la drogue sur Antibes-Valoris. 2, j'ai ramené 2,5 millions d'euros sur l'hôpital d'Antibes. 3, je me suis opposé à l'usine de Mâchefer qui aurait eu un impact écologique très importante sur le haut de la Circo. À laquelle tous les élus étaient opposés. Je vous le dis aujourd'hui, j'ai obtenu de la part du président du conseil départemental un engagement écrit comme quoi le centre de migrants de Châteauneuf n'a pas vocation à être définitif sur le territoire. Et donc, voilà à quoi ça sert un député. Ça sert à défendre ses concitoyens, ça sert à défendre son territoire, et ça sert à voter des lois. Moi, j'ai la satisfaction, en tant que député d'opposition, d'avoir fait voter une loi à l'unanimité de tous les bancs de l'Assemblée nationale sur les problèmes de sécurité routière en créant l'homicide routier. Et ça, je vous assure que c'est une vraie source de satisfaction. Je vous rappelle ce jeune Noé, 17 ans, qui est mort en Antibes il y a 2 ans en arrière. Lionel. Bien, on enchaîne avec l'actualité politique et quelques questions plus personnelles. Éric Pauget, vous êtes membre d'un parti qui semble sur le point d'imploser. Éric Ciotti, on le sait, s'est tourné vers le Rassemblement national sans se résoudre pour l'instant à quitter le navire LR. Est-ce que personnellement, vous lui en voulez ? Je ne partage pas son choix. Je lui ai dit, et moi j'assume qu'Éric Ciotti soit un ami, on continue à se parler, mais je ne partage pas ce choix. Je l'ai dit dès les 24 heures qui ont suivi ce qui s'est passé. Moi, j'ai toujours été clair dans ma position. Je suis un député de droite, revendiqué, affirmé, assumé, une droite forte, mais qui n'a pas besoin de se dissoudre dans les extrêmes. Deuxièmement, je suis un député libre et indépendant, et ça a été rappelé par l'ensemble de mes concurrents, c'est que je ne suis pas sectaire, et lorsqu'il faut voter parce que ça va dans le bon sens, ou parce que j'estime que c'est bon pour mon pays, je le fais. Voilà ma ligne de conduite, et voilà la ligne de conduite qui sera la mienne si les électeurs de la 7e me font de nouveau confiance.
Arthur Meyer-Abatucci, l'Alliance de la gauche à laquelle vous appartenez s'est créée très rapidement, mais on voit qu'elle traverse déjà de fortes turbulences et ça secoue notamment dès qu'on évoque le nom d'un éventuel Premier ministre. Le nom de Jean-Luc Mélenchon revient beaucoup. Est-ce que c'est pas un repoussoir, Jean-Luc Mélenchon ? Bon, alors je pense que déjà, on a réussi à faire une unité de la gauche en très peu de temps, parce qu'après 23-49-3, on ne s'attendait pas à une dissolution aussi express. Je pense que la famille de la gauche en France est unie, alors que chez les LR, c'est plutôt Dallas, ton univers impitoyable. Avec mon épisode préféré, c'était celui où M. Ciotti s'enfermait au sein du siège des Républicains. Donc la gauche est unie. Nous nous en tenons à la formule d'Olivier Faure, qui est que le parti majoritaire à l'Assemblée sera celui qui proposera le nom du Premier ministre ou de la Première ministre. Pour ce qui est de Jean-Luc Mélenchon, chacun et chacune se fera son avis. En attendant, c'est quand même quelqu'un qui a relevé la gauche de rupture avec le néolibéralisme. C'est sûrement d'ailleurs la seule personnalité en France qui est capable de rassembler plus de 100 000 personnes dans un meeting, qui est capable de faire d'ailleurs un meeting de 4 heures sans lire la moindre note, qui a une portée, une résonance internationale à tel point qu'il a été invité par Ousmane Sonko, président du Sénégal. Et lorsque l'on va voir les habitants et que l'on fait du porte-à-porte, lorsque l'on dit Jean-Luc Mélenchon, cela évoque quelque chose qui n'est pas forcément le cas de tout le monde à gauche. Juste en un mot, pardon, si François Hollande devient Premier ministre, vous êtes OK ? Si les socialistes font cette proposition, eh bien, chaque député, je pense que voilà, dans l'intérêt général... Pas particulièrement emballé. Effectivement, moi, mon ennemi, c'est vraiment la finance. Donc, ce ne serait pas le meilleur choix, à mon avis, à gauche. Je pense que si ça avait été le cas, il se serait d'ailleurs représenté en 2017. Ça n'a pas été le cas. Bon, après, je lui souhaite bonne chance du côté de Tulle. Mais, j'adore les journalistes, vous êtes extraordinaires. François Hollande, Premier ministre, moi, honnêtement, j'y avais pas encore pensé. Je pense que lui, il y a pensé en revanche. Mais c'est, voilà, la politique fiction, c'est formidable. Aline Abravanel, la dissolution, c'était vraiment une bonne idée, parce qu'on a le sentiment que non content d'avoir dissous le Palais Bourbon, il a aussi dissous sa propre majorité. Alors, vous imaginez bien que je ne vais pas commenter les décisions du président de la République. Je pense qu'il les a prises en pleine conscience. En tout cas, c'était ce qu'on peut dire, je pense, c'est que ça a été une surprise pour tout le monde. Mais je crois que c'est tout à fait légitime de vouloir redonner au peuple la voix pour choisir un petit peu, choisir vraiment le destin du pays. Donc, ça ne me paraît pas complètement choquant. Même si ce choix les amène vers le Rassemblement national. Même si c'est un séisme. Écoutez, je pense que ça a le mérite d'être une séquence de clarification. En tout cas, où on a pu clarifier les positions extrême droite et extrême gauche, et aussi les positions d'une certaine droite extrême, avec ce qui s'est passé au sein des Républicains, qui les a disséminés façon puzzle. Donc, en tout cas, il n'a pas fait preuve de la stature, c'est mon sentiment, mon avis, d'un homme d'État, dans la vision gaulienne. Je ne suis pas d'accord. Qui tire les conclusions d'un scrutin européen et qu'il en tire des conclusions sur le plan national dans l'immédiateté, quand la France va accueillir les Jeux Olympiques dans quelques semaines et va accueillir le monde entier. Je ne suis pas sûr que de rajouter ce trouble institutionnel et ce trouble politique à un pays comme la France, si on aime la France et qu'on aime le rayonnement de la France, il aurait très bien pu tirer les conclusions et dire voilà, à l'automne, je reconvoque des élections parce que j'ai entendu votre parole. Ça aurait été gaulien dans la démarche. Là, dans l'urgence, moi je suis très inquiet de ce président de la République qui surréagit dans l'immédiateté. Imaginez demain si on a un conflit, et il y en a un aux portes de l'Europe, en Ukraine, et qu'il y a ce type de réaction, je suis très inquiet vis-à-vis de notre pays et de nos concitoyens. Le Conseil d'État nous attribue l'étiquette de gauche et non d'extrême gauche. C'est quand même utile de le préciser. Ce qui est extrêmement dur à vivre, c'est surtout l'aggravation de la pauvreté et des inégalités après les 7 ans de maltraitance sociale du macronisme. Je laisserai les électeurs juger du contenu de votre programme qui est quand même largement extrême gauche. Le Conseil d'État, en tout cas. Thierry Ferrand, est-ce que le Rassemblement national a fait une bonne affaire avec le ralliement d'Éric Ciotti, qui a finalement amené très peu de députés avec lui? Et puis, est-ce qu'il vous soutient, Éric Ciotti? Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est que nous avons gagné les élections européennes. Après cela, donc, Jordan Bardella et Marine Le Pen ont tenu à tendre la main à des personnalités politiques. C'est pour ça que Éric Ciotti nous a rejoints, que Marion Maréchal aussi, que Nicolas Dupont-Aignan aussi.
Pour revenir à votre question sur Éric Ciotti, il y a déjà longtemps qu'avec Éric Ciotti, nous avons des points communs. En tout cas, sur la partie immigration, sécurité, c'est quelqu'un qui est exactement dans les mêmes idées que nous. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, comme disait Madame, effectivement, il y a une clarification. Nous avons 3 blocs. Donc nous avons un bloc de l'Union de la droite, que je représente ici. Nous avons un bloc à gauche et nous avons un bloc au centre. Donc les Français pourront choisir ce qu'ils veulent pour la France. Nous, ce que nous voulons, c'est gouverner. Pour gouverner, il nous faut une majorité absolue. C'est pour ça qu'on pense que les Français qui nous ont déjà suivis ces dernières élections vont continuer et que nous pourrons ainsi gouverner la France et redresser la France. Alors précisément, pardon, vous dites gouverner, mais gouverner pourquoi faire au fil des jours, on apprend quelles sont les mesures, elles se précisent du Rassemblement national. Et on sait notamment que le Rassemblement national veut supprimer l'excuse de minorité, qui permet à un mineur d'être jugé moins sévèrement qu'un adulte. Selon vous, jusqu'à quel point, jusqu'à quel âge il faut supprimer cette excuse ? Alors, nous avons fait un programme. Ce programme-là, vous pensez bien, comme disaient tout à l'heure mes collègues, nous n'étions pas prêts à une dissolution aussi rapide de la part d'un président qui, pour moi, était un peu irresponsable. Vous voulez dire qu'il était improvisé, ce programme ? Non, mon programme n'a pas été improvisé. Donc, mais on a un programme présidentiel qui a été présenté par Marine Le Pen en 2022. On a évidemment depuis 2 ans une aggravation de l'état de la France. Donc il est évident que nous n'avons pas un programme qui est mis à jour tous les jours en attendant que M. Macron veuille bien un jour dissoudre ou pas dissoudre. Si demain il démissionne, on sera bien obligés tous autour de cette table de retravailler là-dessus. Donc ma question est simple, à partir de quel âge on peut être sanctionné comme un adulte ? Je crois qu'effectivement, à partir de... alors, je dirais que c'est un peu plus compliqué que ça, dans le sens où, pour ma part, je crois que la peine, c'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place. Il est évident que si c'est un enfant qui est récidiviste, c'est une chose. Si c'est une première bêtise, c'en est une autre. Je crois que pour moi, je parle pour moi, parce que nous sommes quand même... on s'interroge quand même pas mal par rapport à ça. Je crois entre 15 ans et 16 ans, pour moi, c'est le maximum. Aline Abravanel, c'est un élément qui est repris aussi dans le programme de la majorité, avec la suppression de cette excuse de minorité à partir de 16 ans en cas de récidive. Pour vous, c'est une bonne chose et c'est pas une manière de se droitiser quelque part ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, nous avons entendu les attentes des Français concernant la restauration de l'autorité. Et du respect à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la justice, au niveau de nos forces de l'ordre, au niveau de nos enseignants dans les écoles. Et Gabriel Attal apporte un certain nombre de mesures et de propositions sur ces angles-là. Mais je ne crois pas que ce soit une notion particulièrement de droite. C'est certainement une volonté qui est commune à tous les Français qui ont exprimé clairement une certaine colère par rapport à ces éléments récemment. Arthur Meyer-Abatucci, si le second tour oppose Éric Pauget à Aline Abravanel, pour qui voterez-vous, appellerez-vous à voter ? Oui, c'est ce qu'il s'était passé en 2022. Je pense que ce sera différent cette fois-ci, vu l'effondrement de la Macronie. Et entre autres par rapport à l'école, du manque d'effectifs, de la suppression du nombre de profs, du nombre de classes. Il y a un véritable problème en fait de moyens qui est mis à l'éducation. Je pense que vous avez dû voir d'ailleurs, Madame Abravanel, toutes les manifestations qui ont lieu. Donc si c'est le cas, vous choisirez qui ? Si c'est le cas, déjà je verrai à la fois avec le corps électoral insoumis et de gauche ici. Nous prendrons une décision ensemble. Ce sera peut-être ni l'un ni l'autre, ou on verra. On verra. Nous, en tout cas, on a bien l'intention d'être présents au second tour. La gauche est unie et une triangulaire n'est pas impossible, je vous le dis. Éric Pauget, si le second tour, même question, oppose Thierry Ferrand à Arthur Meyer-Abatucci, ici présent, pour qui voterez-vous ? Si le candidat du Front populaire est un candidat LFiste, ce qui est le cas, je voterai pour le Rassemblement national. De manière assumée. Moi, j'assume mes positions. Moi, j'ai vécu pendant 2 ans avec le groupe LFI à l'Assemblée nationale. J'ai vécu le drapeau palestinien brandi à 2 reprises. J'ai vécu, malheureusement, l'antisémitisme sous-jacent dans ce pays et attisé. Et j'ai vu les manifestations il y a 15 jours portées par des militants d'extrême gauche avec une pancarte qui dit
un policier tué égale une voix en moins pour le RN. C'est un appel au meurtre. Donc je ne partage pas les positions du Rassemblement national, mais dans cette échelle de valeurs, l'extrême gauche radicalisée telle qu'elle est institutionnalisée aujourd'hui au sein de notre République est à mes yeux extrêmement dangereuse. Alors, puisque vous parlez de pancarte, je vais vous sortir celle-ci, que je vais mettre face à la caméra. C'était le rassemblement Place Garibaldi à 15h dimanche dernier à Nice, pour exprimer notre refus et notre condamnation. Est-ce que le Hamas est un mouvement terroriste ? Le Hamas, oui, a commis des actes terroristes, mais pire... Est-ce que c'est un mouvement terroriste ? Oui, c'est un mouvement terroriste qui a fait vous pire. Êtes le seul au sein de l'EFI qui a fait bien pire, qui a commis des crimes de guerre, enfin, et c'est ce qui est passible, en fait, de poursuite pénale devant la CIJ. Voilà. Est-ce que par contre vous cautionnez, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce qui se passe à Rafah en ce moment ? Comment doit agir la France ? Nous avons porté, nous, la demande d'un cessez-le-feu permanent et immédiat dès les premières heures de ce conflit. Vous allez soutenir le Rassemblement national qui a présenté par 3 fois à la présidentielle Jean-Marie Le Pen, qui a été condamné pour antisémitisme, dont la création remonte quand même en partie à certains Waffen-SS, et vous allez nous faire une sorte de procès en antisémitisme sur ce point. Du stalinisme. Parce que sinon, on peut y aller. Parce qu'il y a des anciens de Staline sur... Non, mais jusqu'à preuve du contraire, vous êtes le Front populaire avec les communistes. Le PCF, c'est un allié, oui. Voilà, moi, c'est tout. Mais les communistes ont résisté, monsieur. C'était quand même le parti... Éric Pogé. Dernièrement, une voix incontestable incontestable qui s'appelle Serge Klarsfeld, à qui les médias ont posé cette question, a fait la même type d'analyse que ce que j'ai fait. C'est-à-dire que Serge Klarsfeld a officiellement dit que dans ce type de configuration, il voterait pour le Rassemblement national. Est-ce qu'on croit que Serge Klarsfeld, à un moment ou à un autre, peut cautionner les positions du Rassemblement national ? Non. Mais la communauté juive, qui est importante sur notre territoire, est extrêmement apeurée aujourd'hui. Elle a peur de l'extrême gauche et elle a peur du mouvement LFiste. Donc moi je redis, un candidat du Front populaire, si c'est un candidat issu de LFI, et je pèse bien mes mots, je fais bien le distinguo, c'est pour moi plus dangereux qu'un candidat du RN. Excusez-moi, je suis affolée de ce glissement droitier que je trouve extraordinairement dangereux. En aucun cas, je peux vous laisser dire qu'il y a un vote juif, ça n'existe pas, et je sais de quoi je parle. Je ne pense pas qu'on puisse... vous sortez du champ républicain, Monsieur Pogé, avec ce positionnement. Quand il y a vous sortez du champ républicain. Mais moi, j'ai l'expérience de 2 années de mandat. Moi, je me suis battue toute ma vie contre le RN. Mon engagement politique, il est contre le RN. Pour qui votez-vous si un candidat LFiste et un candidat RN au 2e tour ? Eh bien, moi, je ne fais pas de politique fiction. J'attendrai les résultats du 2e tour. Moi, la différence, je suis député, je choisis et je vote. Eh bien, vous n'avez pas toujours choisi, puisque je vous rappelle qu'en 2022, au présidentiel, vous avez prôné ni Macron, ni Le Pen. Et donc, c'est bien, vous changez d'avis, mais vous changez d'avis, malheureusement, pour un glissement droitier. Parce que notre pays change, et parce qu'aujourd'hui, il y a un danger au sein de la République. Oui. Parce qu'il y a des mouvements d'extrême gauche qui veulent remettre en cause les fondements de la République, qui veulent remettre en cause ce qu'est l'ADN de la République française. Et moi, je suis un républicain. Et je m'inscris dans cet arc-là. Eh bien, moi, je pense que nous avons un bloc central qui est possible et qui permet de contrer ces extrêmes. Et je suis désolée de vous entendre glisser vers la droite. Je suis désolée de comprendre que vous allez rejoindre Ciotti au lendemain du 2e tour. Pas du tout. Arthur Meyer-Abatoussi, est-ce que vous regrettez, vous, les ambiguïtés d'une partie de votre camp, d'une partie des insoumis vis-à-vis de l'antisémitisme ? Nous sommes les premiers à combattre et à condamner l'antisémitisme. C'est écrit noir sur blanc dans le programme du nouveau Front populaire. Quand Jean-Luc Mélenchon refuse de participer à la marche contre l'antisémitisme, quand certains députés insoumis ont des propos ou des attitudes ambiguës, est-ce que vous le regrettez ? Il n'y a rien d'ambigu. Nous avons toujours dit que toutes les vies se valaient. Nous avons dans le programme du nouveau Front populaire un plan interministériel de lutte contre l'antisémitisme qui va passer notamment par la prévention à l'école et par le renforcement des lieux cultuels et culturels. Nous sommes les premiers à combattre tous les racismes, toutes les formes de discrimination, l'antisémitisme, la xénophobie, la division et l'islamophobie. Nous sommes les premiers à prôner l'unité du peuple français dans toutes ses composantes. Merci beaucoup Aline Bravanel. De nombreux élus macronistes aimeraient que le président garde le silence. Est-ce que vous en faites partie ? Écoutez, le président doit jouer son rôle de président de la République. Est-ce que son rôle est de s'engager dans ces élections-là ?
Son rôle est de s'engager pour que le peuple vote, pour que le peuple exprime son choix. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il leur a redonné la parole. Le rôle de conduire la future majorité, c'est celui de Gabriel Attal, derrière lequel je me place. Éric Pauget, votre collègue Alexandra Martin n'a pas pris position pour ou contre Éric Ciotti. Est-ce que vous regrettez cette forme d'ambiguïté ? Pardon, je précise que c'est la seule députée sortante qui n'a pas pris position. Alors, vous me l'apprenez. Moi, j'étais clair d'entrée de jeu dès le lendemain des élections européennes. Malgré qu'Éric Ciotti soit un ami, j'ai dit que je ne le rejoignais pas sur son rapprochement avec le Rassemblement national. Vous finirez peut-être bien par le rejoindre. Et donc, je siégerai, je siégerai dans le cadre d'un groupe de députés Les Républicains libres et indépendants qui ne cautionnera pas non plus la majorité présidentielle, puisqu'il n'y aura plus de majorité présidentielle, mais qui ne cautionnera pas non plus de facto les propositions du Rassemblement national. Et nous, on ira sur nos valeurs de la droite républicaine, qui sont des valeurs extrêmement fermes sur le régalien. Alors juste un point de détail également sur Alexandra Martin, on ignore encore à ce jour si elle est affiliée en préfecture auprès des Républicains ou auprès de Nouvelle Énergie, le parti de David Lisnard. Est-ce que vous regrettez cette ambiguïté ? Non, Alexandra Martin, elle est membre des Républicains. Enfin, j'en sais rien, vous me posez des questions sur des collègues d'une autre circonscription. Pour moi, elle est membre des Républicains, elle siégeait avec moi au groupe Les Républicains. Honnêtement, je ne suis pas allé regarder sa déclaration de candidature, là, j'en sais rien, je ne sais pas. Bien. Monsieur Ferrand, le Rassemblement national veut interdire les emplois sensibles ou stratégiques aux personnes ayant la double nationalité, on l'a entendu hier. Les cadres du RN n'ont pas nommé précisément les emplois en question. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Qui est ciblé ? Alors, on parle surtout d'emplois où il y a une double nationalité, surtout sur des emplois, comment dirais-je, un peu régaliens. C'est-à-dire, on a effectivement une problématique. Qu'est-ce que c'est un emploi régalien ? Non, c'est-à-dire en réalité, vous avez des emplois qui sont sensibles. On le sait, tout ce qui est autour de la sécurité, ce sont des emplois qui sont très, très sensibles. Les policiers, par exemple ? Les gendarmes ? Les juges ? Les juges, oui, pourquoi pas. Certains policiers... On va interdire aux juges d'avoir une double nationalité ? Pour moi, oui. Pour D'accord. moi, je pense qu'un juge ne devrait pas avoir une double nationalité. Un policier ? Un policier, c'est possible. D'accord. Voilà. Dans quel cadre vous mettez les personnes qui sont qui sont issues de couples mixtes ? Il y a 4 millions de personnes à peu près en France, des franco-marocains, des franco-algériens, des franco-suédois. Ces personnes-là, comment vous les classez ? Écoutez, si ce sont des personnes qui ont une double nationalité qui est venue de leurs parents, comme on parle actuellement. Ces personnes-là peuvent effectivement, il n'y a aucun problème, rester en France, travailler en France, mais c'est vrai que nous, on préfère une seule nationalité, une seule patrie, plutôt que la double nationalité. Mais vous préférez, mais il y a 4 millions de personnes qui sont dans ce cas-là. Oui, vous me demandez ce que je préfère. Donc je vous dis, nous préférons que les gens choisissent une patrie. Non, demain n'ont plus le droit d'être juge, n'ont plus le droit d'être policier. Non, je dis simplement que les personnes, nous souhaitons, c'est qu'ils choisissent plutôt effectivement une nationalité. Voilà. Pour nous, nous avons une patrie, on n'en a pas deux. Vous allez créer une catégorie de sous-citoyens ? Non, pas du tout. Oui, la dernière fois qu'une classification des gens a été faite comme ça, je pense que ça nous rappelle des heures très très sombres de l'histoire. Quelle sera la prochaine étape ? Leur interdire aux binationaux l'accès au logement, interdire aux binationaux l'accès aux soins. Pas du tout. Quelle sera la prochaine étape ? Mais pas du tout. Les gens qui sont ici, qui travaillent, qui payent leurs impôts, ont les mêmes droits que les Français. Sauf s'ils sont binationaux. Pourquoi ? Ils auront les mêmes droits que les Français. Ils travaillent, ils payent leurs impôts, ils auront droit à leur retraite, ils ont droit à une assurance. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais ils n'auront pas droit à certains emplois. Certains emplois, comme je vous l'ai dit, sont sensibles. Si on parle effectivement peut-être pas dans le nucléaire civil, mais dans le nucléaire effectivement militaire, je crois qu'effectivement c'est des choses qui sont importantes. Voilà. Bien, on va passer à quelques thèmes un peu plus locaux, plus liés à la circonscription. On est parti jusqu'en Russie, Staline, tout ça c'est sympa, mais on va essayer de rester un petit peu chez nous. Avec un premier point sur Marineland. On sait aujourd'hui que les orques de Marineland, les 2 orques doivent partir, on ne sait toujours pas où. Ce qui pose une double question, celle du bien-être animal bien sûr, et celle des emplois des personnes qui travaillent aujourd'hui à Marineland. Plusieurs centaines de familles aujourd'hui travaillent à Marineland. Donc sur ces 2 questions, celle du bien-être animal et celle des emplois, quelle est votre position, Thierry Ferrand ? Déjà par rapport à Marineland, effectivement, il faut qu'on trouve une solution pour qu'au départ de ces orques, on puisse transformer Marineland. Alors je sais que mon collègue, Tanguy Cornet, qui était là devant vous en 2022, avait proposé d'accueillir d'autres animaux, de travailler autrement pour conserver les emplois.
Concernant la maltraitance animale, de manière très générale, moi je suis très attaché justement à lutter contre ça. Je suis quelqu'un je suis pas du parti animaliste bien évidemment, mais j'aime beaucoup les animaux, j'en ai moi-même, et c'est quelque chose qui me touche assez profondément quand on veut faire du mal aux animaux. Voilà. Donc ces orques, il faut qu'ils repartent, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Vous prenez des choses à Monaco, l'aquarium, ça marche très très bien, au musée océanographique. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire quelque chose au niveau de Marineland. Arthur Meyer-Abatucci, sur ce point-là, Marineland, qu'est-ce qu'il faut faire ? Effectivement, on en avait déjà discuté en 2022. Absolument. Entre-temps, il ne vous aura pas échappé que 2 orques sont mortes en quelques mois d'intervalle. Voilà, nous sommes résolument opposés à la maltraitance animale sous toutes ses formes. Marineland pose le problème de la captivité. Là, je pense que c'est l'heure de fermer Marineland après ce qu'il s'est passé. Et donc de mettre tous les employés à la porte ? Eh bien, on va faire une reconversion, hein, c'est un peu le principe. Voilà, c'est comme la bifurcation écologique. S'il y a quelque chose qui pollue, ça ne veut pas dire que les personnes seront définitivement au chômage. On peut trouver des emplois verts et vertueux. On peut appliquer ce principe à Marineland et faire quelque chose qui soit véritablement respectueux de la condition animale. Très bien. Éric Pauget ? On vit malheureusement ce que j'avais prédit il y a 5 ans en arrière, puisqu'il y a eu un texte qui a été voté à l'Assemblée nationale, porté par la Macronie en 2021, qui prévoyait dans son dernier article que j'avais voté la création d'un sanctuaire marin. Or, à l'heure où on se parle, il n'y a pas le premier euro, ni la première étude de création de ce sanctuaire marin. Et on vit donc ce que j'avais dénoncé à l'époque, il fallait donner du temps au temps. Aujourd'hui, les principes, c'est quoi ? 1, s'il fallait refaire un Marineland aujourd'hui, on ne le referait pas, c'est clair, alors que l'État l'a accompagné pendant 50 ans. 2, ce qui doit nous préoccuper, c'est 1, la condition future des animaux, et 2, la transformation économique du site. Je rappelle que ce site a été la première source d'attractivité touristique de la Côte d'Azur. Il y a près de 200 familles et ça a attiré jusqu'à 1 million de visiteurs. Donc il y a 2 enjeux. Si le déplacement des animaux ne nous assure pas une meilleure condition de vie de ce qu'ils ont actuellement, non. Et moi, j'ai saisi le président de la République il y a quelques semaines pour empêcher qu'il soit transféré sur le Japon. Et 2, il faut réfléchir avec les services de l'État qui ont une grande part de responsabilité et les collectivités territoriales pour envisager la reconversion économique de ce site. On ne peut pas se permettre d'avoir une friche touristique en plein cœur de la Côte d'Azur. Bien, Aline Abravanel, sur ce point-là. Écoutez, j'apprends ici que vous avez voté cette loi contre la maltraitance animale. Je n'avais pas ça sur mes tablettes. Je pensais que vous aviez voté contre. Ah ben donc, vous voyez. J'ai même déposé des amendements Je vérifierai. Oui. Je vérifierai. En tout cas, je suis assez alignée avec ce dont vous parlez, hein, que ce sont des animaux qui ont vécu en captivité toute leur vie. C'est pas demain, nous n'allons pas les relâcher dans la nature. Ce serait les condamner à mort. Après, Marineland, tel qu'il a été défini il y a 50 ans, est un projet, je pense, du passé et doit se tourner vers quelque chose de différent, de plus en phase avec d'autres siècles. Et je crois que cette loi a été faite pour protéger les animaux sauvages de l'exploitation, on va dire, en parc d'attractions. Qu'il a une possibilité toutefois de conserver la vie de ces animaux dans le cadre d'un parc zoologique ou scientifique, et c'est quelque chose qui doit être étudié. Et sur le sanctuaire marin ? C'est une bonne idée et je pense que c'est un projet c'est dans la loi. Oui, c'est un projet qui doit être mené à bien. Porté par la majorité présidentielle de l'époque, c'était un engagement fort pour qu'il y ait un consensus sur ce texte. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans en arrière, l'exécutif s'était engagé à créer un sanctuaire marin pour ces animaux. Or, 5 ans après, on n'en a pas le début d'un commencement. Et il se passe... Reprenez mes interventions à l'Assemblée, puisque c'était votre ex-collègue Loïc Dombreval qui portait le texte, qui était azuréen. Il en avait aussi conscience. Mais il y avait des engagements forts des ministres successifs de l'époque en disant « Votez le texte, il y aura un sanctuaire marin ». Aujourd'hui, on n'a pas de sanctuaire marin et on a le désastre environnemental par rapport à la condition animale et le risque de désastre économique pour cet endroit, pour cette partie du département. Alors on va passer à un autre sujet majeur pour tous les Français et majeur dans la circonscription, c'est celui du logement. La problématique est particulièrement complexe sur ce territoire. Les prix, on le sait, se sont envolés au point que les actifs, les étudiants et les saisonniers ne parviennent plus à se loger. Certains appellent à bloquer les loyers, d'autres suggèrent de diminuer, de limiter de manière drastique les Airbnb.
Arthur Meyer-Abatucci, vous, quelle est votre position sur le sujet ? J'ai envie de dire, les réponses sont dans la question. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu 7 syndicats hôteliers qui déjà assignent Airbnb en justice pour concurrence déloyale. Donc déjà, ça pose un problème pour tout le secteur de l'hôtellerie. Il faut le réduire au moins drastiquement parce que c'est effectivement une concurrence déloyale pour tout le secteur de l'hôtellerie qui se retrouve pénalisé. Le problème surtout, c'est qu'ici à Antibes, les loyers ont augmenté de 15% en 5 ans, qu'il y a des personnes qui sont obligées de partir du littoral, ce qui est quand même bien dommage quand on vit à Antibes au bord de la mer, dans cette belle circonscription. Vous savez, Federico Garcia Lorca disait dans ses vers « La mer sourit au loin, dans d'écume, lèvres de ciel ». Autant quand même pouvoir profiter de la beauté du paysage. Donc oui, nous proposons le plafonnement des loyers, c'est possible avec la loi Elan. Ça se fait avec le gouvernement et ensuite avec les collectivités. Encore faut-il que les collectivités aient aussi des dotations qui soient nécessaires. Nous proposons la revalorisation des APL de 10% ainsi que le prêt à taux zéro pour les ménages primo-accédants. Ce n'est pas supportable que les mares alpins ne puissent tout simplement plus se loger à cause du prix des loyers, ne puissent même plus espérer un jour devenir propriétaires parce que les prix ne font qu'augmenter. Il faut lutter contre la spéculation immobilière et comme pour Marineland, il va vraiment falloir s'y atteler. Thierry Ferrand, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Azuréens puissent se loger ? Bon, tout d'abord, effectivement, on a un problème entre les jeunes, les étudiants. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions, dans tout ce qui est objectif du logement social, intégrer les logements intermédiaires pour que les personnes, ces gens-là, puissent obtenir des allocations. Ça tombe bien, c'était le projet de Gabriel Attal avant la dissolution. Oui, mais on ne peut pas dire que non plus tout soit mauvais. On espère qu'on pourra le porter par la suite. On se rejoint sur quelque chose. Voilà, d'accord. Ensuite, pour la construction, nous souhaitons utiliser maximum ce qu'on appelle les dents creuses pour augmenter justement... les dents creuses, c'est-à-dire au niveau des immeubles, vous avez des immeubles qui font 8 étages, puis un autre qui en fait peut-être que 4, et puis un autre 7. Donc c'est ce qu'on appelle les dents creuses en immobilier. Donc là, ça nous permet de construire des logements qui peuvent être aussi utilisés par les pouvoirs publics pour loger des personnes. Et nous pensons qu'entre ça et cela, c'est-à-dire on va arriver à pouvoir loger les gens. Donc si je comprends bien, vous vous alignez sur les plus hauts bâtiments d'un secteur donné, c'est bien ça ? Alors, c'est ce qu'on appelle la dent creuse. Alors, bien évidemment que ça dépend des quartiers, mais la dent creuse permet de monter effectivement des immeubles pour construire des logements. Sinon, c'est quoi ? C'est la loi SRU, on revient là-dedans, qui est inapplicable complètement sur notre circonscription. Airbnb, vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il faut interdire les Airbnb ou les restreindre au maximum ? Déjà, les Airbnb sont dans certaines villes restreints, puisque le Airbnb, c'est 1 par personne, c'est 1 par foyer. Sinon, il faut devenir professionnel de l'hôtellerie. Donc, c'est complètement différent. Donc, c'est bien pour vous ? Pas la peine d'aller au-delà ? Je pense que 1 par personne, 1 par foyer fiscal, cela suffit. Je comprends que ça peut aider quand même des familles qui ont des besoins et qui ont un petit appartement ou un petit studio. Et ça fait un complément de revenus quand on sait que les retraites aujourd'hui sont très très basses et que le gouvernement Macron ne cherche pas à les augmenter dans les prochains mois. On préfère une multinationale américaine aux syndicats de l'hôtellerie qui disent que c'est une concurrence déloyale. Non, parce qu'on parle de Airbnb, parce que c'est américain, mais c'est ce qu'on appelait avant la location saisonnière. La location saisonnière en France a toujours existé. Avant, ça s'appelait Gîtes de France, ça s'appelait comme ça. Donc aujourd'hui, on parle de Airbnb parce que c'est devenu quelque chose de classique. Si vous parlez de Booking, ils sont aux Pays-Bas, donc ils sont européens. Voilà. Donc le Airbnb, vraiment, moi quand on rencontre les gens nous disent ça nous donne quand même un peu d'argent sur les côtés. C'est ce qui se passe dans les campagnes avec des fermes, avec des chambres d'hôtes, etc. Voilà. Donc je crois qu'il y a des gens qui en ont fait un vrai business, je suis complètement d'accord avec vous, et ça c'est pas acceptable, mais 1 par foyer fiscal, je trouve que c'est quelque chose qui est cohérent. Aline Abravanel, effectivement, Gabriel Attal a fait du logement une priorité. Il n'a pas vraiment eu le temps de la mettre en œuvre. Le logement, c'est un des angles morts de la politique d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il faut faire et quelles seraient les priorités selon vous ? Alors, je voudrais déjà répondre à Monsieur Ferrand, puisque nous faisons beaucoup de choses pour les retraites et nous proposons d'ailleurs une indexation des retraites sur l'inflation. Donc, vous devez être
seulement partiellement enseigné sur notre programme. Pas du tout. Concernant le logement, il y a eu bien sûr des mesures qui ont été menées. Je ne vais pas revenir dessus. Nous avons plusieurs propositions sur la table, notamment pour aider les jeunes des classes moyennes, avec une exonération des frais de notaire pour les primo-accédants, qui devrait leur permettre de leur apporter entre jusqu'à 250 000 euros. Voilà, qui leur permettrait de récupérer entre 6 000 et 20 000 euros de pouvoir d'achat, ce qui sont chez nous des mètres carrés, bien sûr. Je vous ai entendu parler de la loi SRU, qui est donc la loi sur la part de logements sociaux. Je pense aujourd'hui que cette loi est fondamentalement une loi juste. Mais c'est une loi que nous devons adapter. Et d'ailleurs, le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, commençait à travailler sur une proposition pour modifier le système de mesure de la loi SRU et que ce soit fait au niveau de l'agglomération et non plus au niveau de la commune. Éric Pauget, on voit que la difficulté à construire, on voit que les freins sont nombreux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer et pour faire en sorte qu'il y ait davantage de logements et à des prix plus accessibles ? On est tous d'accord, le logement est un sujet majeur pour les Alpes-Maritimes et en particulier pour notre circonscription qui accueille la technopole de Sophia Antipolis, pour lequel, si on veut continuer à être attractif, il faut qu'on propose du logement. Il y a deux axes qui me semblent vraiment importants. Le premier, effectivement, c'est de travailler sur le logement intermédiaire. C'est ce que prévoyait le texte de Guillaume Kasbarian au mois de mai, qui prévoit d'intégrer dans les ratios de la loi SRU une part de logement intermédiaire qui correspond à la sociologie de notre territoire et notamment de Sophia Antipolis. D'ailleurs, nous, Antibes, on a pris une motion et j'ai écrit moi-même à l'ex-ministre pour demander à ce que Sophia Antipolis soit terre expérimentale sur le logement intermédiaire. Et le deuxième sujet qui est abordé par personne et qui est à mes yeux le sujet majeur, c'est les banques. Les banques ne font plus leur travail de banquier, ne prennent plus de risques. Et depuis la crise des subprimes de 2008, les banquiers ne jouent plus leur rôle de banquier. Et moi, je pense que là, il y a une vraie responsabilité du monde bancaire et pour lequel l'exécutif devrait mettre toute son énergie. C'est-à-dire qu'il faut assouplir les conditions d'accès au crédit, logement pour l'immobilier, et rallonger les périodes de remboursement. Parce qu'aujourd'hui, un couple qui démarre dans la vie active n'y arrive pas. Parce que c'est vrai, on est un territoire plus cher. Et donc, la moyenne, c'est 20-25 ans. Il y a des pays où c'est 30-35 ans. Et moi, je pense qu'on doit aller là-dessus. Et dernier élément sur la proposition qui est portée par le groupe Ensemble, c'est une fausse bonne idée, je vous le dis. Parce que la suppression de ces frais, est-ce que c'est les frais de notaire ? Et qui va payer le notaire ? Est-ce que ce sont les droits de mutation ? Ça veut dire qu'une fois de plus, vous allez réduire des taxes et des impôts qui permettent de faire vivre les collectivités territoriales. Ce qui est prévu, c'est une compensation pour les départements. Une compensation. Donc, une fois de plus, c'est de l'argent public. Quand on sait qu'aujourd'hui, l'État est à bout de souffle et que ce sont des taxes qui sont adossées à des services publics locaux, c'est comme pour la taxe d'habitation, c'est je supprime un impôt qui ne rentre pas dans les caisses de l'État et je mets sous tutelle de l'État une collectivité territoriale. Il faut sortir de ces schémas de perfusion à l'argent public. Le vrai enjeu, c'est qu'un couple qui travaille et qui se lance dans la vie puisse accéder à la propriété. Et le vrai enjeu, c'est de travailler sur le monde bancaire. Antibes est situé en zone tendue. Est-ce que vous êtes favorable quand même au gel des loyers ? C'est possible avec la loi Elan en zone tendue. Parce que dites-vous, par exemple, aux Antibois et aux Antiboises qui ont vu leur loyer augmenter de 15% en 5 ans ? Moi, je ne suis pas favorable à une surréglementation. Je suis un libéral assumé et je ne suis pas favorable à cette manière de tout réguler. Aujourd'hui, moi, ce que me disent mes concitoyens, c'est je n'arrive pas à accéder au crédit, je n'arrive pas à acquérir mon logement parce que la banque est beaucoup trop pose trop de contraintes sur l'accès au crédit et même si elle passe cette étape, en 25 ans, elle n'arrive pas à rembourser la mensualité. Bien, un autre thème local sur lequel vous pouvez vous exprimer assez rapidement, me semble-t-il, il n'est pas tout à fait neuf, ça fait plus de 30 ans qu'on en parle, la future pénétrante de Golfe-Juan. Les habitants comme Seran ne voient absolument rien venir. Aujourd'hui, les travaux semblent suspendus, personne ne semble savoir s'ils vont reprendre. Alors, à votre avis, est-ce que cet aménagement routier est encore pertinent ? Est-ce qu'il faut le terminer ? Est-ce qu'il faut y renoncer ? Qu'en pensez-vous, Éric Pauget ? Ça fait 40 ans qu'on parle de cette pénétrante entre Golfe-Juan et Juan-les-Pins.
départements, communes successives, communautés d'agglos. Le maire de Valoris-Golfe-Juan qui est passé 3 fois devant les urnes, 3 fois à revendiquer le fait qu'il fallait la faire. Je pense qu'à un moment ou à un autre, la démocratie doit s'exprimer. Donc moi, je suis favorable à ce qu'on aille au bout de ce projet, parce que ça fait 40 ans qu'il dure. Peut-être qu'il faut le requalifier en accès, comme on dit, doux, avec du transport en commun, avec de la mobilité douce sur ce secteur. Mais oui, aujourd'hui, le département est propriétaire d'emprises foncières. Il faut qu'on aille au bout. On ne peut pas, vis-à-vis de nos concitoyens, sans arrêt, remettre des choses qui ont été débattues, votées, actées, parce que c'est ça aussi la défiance envers les politiques. Arthur Meyer-Abatucci. Oui, sur la RN7, je pense qu'il faut plutôt privilégier la mobilité douce. Il faut privilégier les transports en commun. C'est d'ailleurs pour cela que dans le programme du nouveau Fonds populaire, nous proposons une baisse de la TVA de 5,5% sur les transports en commun. Il faut continuer vers la gratuité du réseau Envibus et il faut augmenter les cadences. Il faut continuer vers la piétonisation, comme cela a pu être fait sur les remparts, et en finir avec les projets inutiles et imposés qui polluent toujours plus. L'avenir, c'est le transport en commun à 1 euro. Ça incite les gens à les prendre. Ça crée des emplois. C'est bon pour l'environnement et il faut tendre vers ça, il faut comprendre, comme Marie-Néland, des erreurs du passé, si je puis dire, et aller vers un futur qui soit plus désirable, où l'on respire mieux. Donc voilà, de ne pas tout le temps saturer de béton, d'autoroutes, etc. On proposera un moratoire sur ces projets, sur les grands projets aussi autoroutiers, sur les méga-bassines, sur tout ce qui est néfaste contre l'environnement. Nous avons obtenu des victoires grâce à des mobilisations locales, effectivement à Aubard-sur-Loup contre l'usine de Mâchefer. Il faut aussi parler de la pollution de la Brague qui dure depuis des années. Voilà. Parfait. Thierry Ferrand. Oui, moi je suis à peu près dans le même état d'esprit, dans le sens où vous savez 40 ans que c'est quelque chose qui dure. Donc effectivement, je suis plus d'accord sur un transport doux. Je crois qu'il faut retravailler cette idée-là. Transport en commun, je suis complètement pour cela. Je crois que c'est le moment, en tout cas, de le faire. Nous approchons d'un point de consensus. Madame Abravanel. Oui, écoutez, je vais m'aligner un petit peu avec ce qui a été dit, bien sûr. Juste moduler. Oui, constructive alors. Moduler. Bien sûr, vous me connaissez depuis le temps que nous siégeons ensemble au conseil municipal. Vous savez que je suis constructive et que je suis plutôt force de proposition qu'opposante pour le principe. Donc sur cette déviation, je pense qu'il faut cependant se poser la question de la pertinence de cette voie, puisque je vous rappelle que les études ont été faites il y a maintenant près de 20 ans, ou peut-être même 30 ans, et que ça mériterait une nouvelle étude pour savoir quel est l'impact de l'ouverture de cette voie. On entend parler de projets de modification de circulation sens unique entre la RN7 et le bord de mer. C'est à envisager si ça peut être couplé avec des déplacements doux. Je précise juste que tout cela doit être fait dans le respect de la nature qui se trouve sur place. Et c'est pour ça que les travaux sont aujourd'hui à l'arrêt, parce qu'on a essayé de passer outre ce respect des espèces et de la biodiversité locale. Un mot sur le transport. Juste un mot, oui. Un mot sur le transport. Je pense qu'une politique tarifaire attractive des transports en commun, c'est majeur. C'est ce qu'on fait à la CASA. Je rappelle, 90 € le pass annuel et 45 € lorsque l'entreprise prend en charge la moitié. Gratuit pour les plus de 75 ans. Les 2 axes qui desservent Sofia, entièrement gratuit, et ça fonctionne vraiment bien. Vous êtes tous en candidature pour les municipales de 2026. La tarification, c'est un élément important. Mode doux, oui, ça se développe. Covoiturage, très important. Mais il y a 2 choses qui manquent dans notre département. Il y a un sujet que je portais à l'époque quand j'étais au département, c'est la ligne express Nice-Sofia avec les bus à double étage qui sont pleins, pour lequel il faudrait qu'on arrive à avoir une voie dédiée sur l'autoroute. On y avait travaillé à l'époque et ça c'est un sujet sur lequel moi j'invite le département à reprendre. Et le deuxième sujet, ce qui manque dans ce département quand même, c'est le billet de transport unique. Quand vous allez à Paris, vous avez votre passe Navigo, vous prenez le métro, le RER ou le bus, vous avez la même carte. Aujourd'hui, quand vous partez de Nice pour aller travailler à Sofia, vous payez une fois le bus, vous payez après le train, vous repayez, c'est gratuit la ligne du bus tram, mais il faut qu'on arrive un jour ou l'autre, à minima à l'ouest du département, dans le bassin Cannes-Grasse-Antibes, à avoir une ça implique un gros travail entre les collectivités concernées. Oui, mais alors on est là aussi pour envisager l'avenir, on est là aussi pour faire des propositions. Moi je pense qu'un territoire comme le territoire des Alpes-Maritimes, ce territoire azuréen,
Je ne dis pas qu'on pourra le faire tout de suite, mais il faudrait qu'on aille vers un titre unique de transport. Ça, c'est intelligent. Merci, Eric Je voudrais souligner la mise en place de la loi CERM, si vous me permettez, qui a été votée quasiment à l'unanimité en 2023 pour le développer les transports en commun et la décarbonation du transport quotidien. Donc qui va nous permettre d'avoir un service express régional de train dès décembre 2024 avec des TER tous les quarts d'heure. Et ça, on le doit à l'impulsion de la région de Renaud Muselier et on peut, je pense, s'en féliciter. Alors, on a parlé de mobilité, on a parlé de logement. Autre sujet de préoccupation des Français, la sécurité. C'est aussi le cas sur ce territoire où un nouveau commissariat a été inauguré l'an dernier à Valoris. Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on en fait trop sur la sécurité? Arthur Meyer-Abatucci. Oui, alors il faut des rapports apaisés entre la police et la population. Il faut renforcer les effectifs de police de proximité. Il faut surtout s'atteler à la lutte contre le narcotrafic. Donc il va falloir mettre des postes de douaniers surtout supplémentaires. Le trafic de drogue se répand et la Côte d'Azur n'est pas épargnée avec entre autres une banalisation de la cocaïne, ce qui est grave notamment pour la jeunesse. Donc voilà, l'insécurité peut aussi être alimentaire puisqu'il y a malheureusement des familles qui sont obligées de sauter un repas sur deux parce que les prix ont explosé, quoi, plus de 60% d'augmentation pour le prix des pâtes ou plus de 33% pour les tomates. Voilà, c'est aussi une forme d'insécurité. L'insécurité peut aussi être climatique. Je ne sais pas si vous avez vu, sûrement, forcément d'ailleurs, ce qui s'est passé malheureusement hier soir dans l'arrière-pays à la Vésubie. Ça avait été le cas aussi à Biot avec des inondations mortelles. Les épisodes méditerranéens se multiplient et des arbres tombent. C'est aussi une autre forme d'insécurité. Alors sur la sécurité, Thierry Ferrand, est-ce qu'on est en insécurité dans les rues, les villages de la circonscription? On a encore de la chance pour dire qu'on n'est pas trop en insécurité, en sachant quand même que si on va sur Cannes, si on va sur Nice, c'est beaucoup plus touché. Donc il n'y a aucune raison que ça ne vienne pas chez nous. Nous sommes à côté de l'Italie. Nous avons des immigrants qui arrivent régulièrement. Il faut savoir qu'en 2023, entre 200 et 300 par jour étaient reconduits à la frontière. Nous savons que la délinquance croît de partout. Donc nous sommes pour un renforcement de la sécurité et c'est pour ça que nous espérons en tout cas que les gens vont nous suivre à ce niveau-là, parce que c'est complètement impossible de laisser toute cette Côte d'Azur à la main des immigrés qui arrivent chaque jour de plus en plus. Éric Pauget, l'immigration et les conséquences de l'immigration sur la délinquance, c'est le problème numéro 1. Pas spécialement sur notre territoire. Clairement. Oui, en France, mais pas spécialement sur notre territoire. Moi, j'ai apporté 17 policiers nationaux supplémentaires qui ont permis de réouvrir le commissariat de Valoris-Golfe-Juan, mais surtout, grâce à cet apport de 17 policiers, le commissaire de police d'Antibes a pu recréer une brigade de lutte contre les stupéfiants. On a aujourd'hui 6 policiers nationaux à Antibes qui ne font que des enquêtes sur les stupéfiants. Deuxième sujet, vous le savez parce que je vous l'ai souvent dit, j'ai créé un groupe d'études à l'Assemblée nationale sur les polices municipales. Moi, je crois beaucoup à la sécurité de proximité. Les polices municipales, aujourd'hui, c'est 30 000 agents en France. C'est la 3e force de sécurité. Il faut être plus efficient. C'est pour ça que je travaille. C'est pour ça que je suis en train de préparer un texte de loi, de manière d'ailleurs transpartisane, pour que nos policiers municipaux qui ont le nom de policiers, qui ont une arme à la ceinture, puissent avoir plus de pouvoir judiciaire pour alléger la charge de nos policiers et de nos gendarmes. Aline Abravanel, sur la sécurité, quelles doivent être les priorités? Bien, comme vous l'avez mentionné, Monsieur Pauget, je pense que sur notre circonscription, on fait certainement plus face à des problèmes d'incivilité que véritablement d'insécurité. On a quand même beaucoup de problèmes sur les zones hyper touristiques et ça doit être géré par des effectifs de police supplémentaires. Vous en avez parlé. D'ailleurs, je crois que Emmanuel Macron a fait beaucoup pour augmenter les moyens de la police et de la gendarmerie au cours de ces derniers mandats. Sur l'incivilité, on a aussi un rôle bien sûr sur l'éducation à mener auprès de toutes nos populations et en commençant par les jeunes. Mais il faut rétablir certainement beaucoup plus de liens entre notre police et la population. Et ça passe par plus de terrain et plus de monde disponible sur le terrain. Et par de la prévention aussi. Puis on va finir avec un peu de légèreté, ça fera de mal à personne. Thierry Ferrand, si on veut faire une randonnée ou une balade à vélo dans la 7e circonscription, où faut-il aller? Partir de Gourdon, faire la boucle Gourdon. Vous avez des bonnes jambes alors?
Oui, en vélo, oui. Gourdon, Bar-sur-Loup, Tourette, etc. Oui, c'est pour des gens qui savent faire du vélo, effectivement. Bien. Alina Bravanel, où peut-on manger les meilleurs raviolis ? Eh bien, je vais vous dire en tant qu'Antiboise, sur le marché provençal, près d'Antibes, devant la mairie, hein, bien sûr. Bien. Éric Pauget, quel est le plus beau panorama de cette circonscription ? Le Cap d'Antibes, le nouveau phare de la Garoupe qui a été rendu au public et pour lequel on a une vue à 360 degrés sur les Alpes-Maritimes et la Méditerranée. Arthur Meyer-Abatucci, où organiser un premier rendez-vous amoureux ? Une bonne question. Les remparts d'Antibes. On commence par les remparts et on fait ensuite le tour du Cap d'Antibes. On arrive sur la plus belle crypte qui s'appelle l'Anse de l'Argent Faux. Et avec le nouveau Front Populaire, l'argent, on le redistribuera parce qu'il y a des inégalités qui sont incroyables. Les plus riches, les 500 plus grandes fortunes de France se sont enrichies considérablement. Elles sont passées de 200 milliards à 1200 milliards en seulement 10 ans, alors que la pauvreté a augmenté de 400 000 plus de 400 000 pauvres. Elle est partie, là, elle est partie. Voilà. Et ça, c'est très romantique, ça. Et c'est très romantique, mais ça, on ne le dit pas pendant le date. Non, vous êtes très fort, parce que sur des questions légères, vous arrivez les uns et les autres à revenir sur votre programme, donc bravo. Alors, un dernier exercice avant de terminer. Vous avez 30 secondes pour convaincre les électeurs de vous choisir ou de vous choisir à nouveau, Éric Pauget. Alors écoutez, moi j'ai démontré au cours de ces 2 derniers mandats que j'étais un député efficace. Efficace pour le territoire et efficace au plan national. Présent et en proximité, avec des valeurs de droite. Et je dis à mes concitoyens, ne partez pas vers les inconnus, jouez l'homme, ne jouez pas la carte et l'étiquette politique. Il y a une telle défiance dans notre pays envers les partis politiques qu'il faut jouer l'homme que l'on connaît, qui est ici, qui vit et qui travaille ici et qui va vous défendre. Merci, vous êtes dans les temps. Alina Bravanel. Eh bien, moi, je vais me positionner comme la personne qui représente le camp du rationnel, de la rationalité face aux extrêmes. Je suis aussi quelqu'un qui est impliqué depuis plusieurs années dans la ville, donc j'ai quand même une connaissance des fonctionnements institutionnels. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Pauget, vous êtes soutenu par un certain nombre de maires. Je suis, pour ma part, soutenu par un certain nombre de personnes qui seront au gouvernement et qui me permettront d'avancer avec des propositions de loi qui seront utiles et adoptées au national. Merci Thierry Ferrand. 30 secondes. Moi, je suis le candidat donc, de l'Union de la droite. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est avoir une majorité absolue pour gouverner cette France. Donc, pour dimanche, il y a un seul vote, le vote utile, le mien. Une précision tout à fait administrative. Administrativement, vous êtes l'union de l'extrême droite. C'est comme ça que vous êtes classé. Oui, mais on sait qui l'a noté. Qui a fait ça? Jusqu'à preuve du contraire, c'est M. Darmanin. Merci Arthur Meyer-Abatucci, 30 secondes. Oui, alors je pense que l'on vit un moment historique. Les personnes en ont eu marre de ce qu'il s'est passé sous Macron et on les comprend, de l'affaire Benalla au 49.3 et à la répression des Gilets jaunes. Nous d'ailleurs on porte le RIC et l'abrogation du 49.3. Il faut savoir que le RN a voté contre la hausse des salaires, le blocage des prix, le gel des loyers, l'arrêt des pesticides ou l'installation de médecins dans les déserts médicaux. Nous on le porte dans le programme, on porte un plan de justice fiscale, de justice sociale. Notre programme est soutenu par une prix Nobel d'économie, par Thomas Piketty, Julia Cagi. Il est crédible, il est sérieux. 230 milliards de recettes et 200 milliards de dépenses à la fin. Et 5 000 euros d'impôts en plus pour chaque Français. Merci. Il y aura de la justice fiscale qui bénéficiera à 92% des personnes. Merci à tous les quatre pour ces échanges qui, je l'espère, auront permis d'éclairer nos lecteurs et les électeurs. Le compte-rendu de ce débat est à retrouver demain dans l'édition Grand Ouest de Nice Matin, donc demain mercredi. Merci à tous, merci Lionel, merci à Philippe Bertini et Franck Fernandez pour la réalisation de cette émission. Merci également à Julie Baudin, Émilie Moulin et Alice Patalacci, journalistes à l'agence d'Antibes, qui nous ont aidés à préparer ce débat. Bonne soirée à tous et à très bientôt.